Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, on parle toujours du débarquement du 6 juin 1944, mais celui de Provence passe souvent sous silence. Et pourtant, le général de Gaulle lui-même n'a jamais commémoré le D-Day, ni le premier anniversaire, ni le 20e anniversaire, ni jamais. La France a été traitée comme un paillasson. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur Amgot qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Et vous voudriez que j'aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation du pays ? Dit-il à Alain Peyrefitte, alors porte-parole du gouvernement. Il rajoute même que sa présence en Normandie contribuerait à faire croire que, je cite, « Si nous avons été libérés, nous ne le devons qu'aux Américains, donc à tenir la résistance pour non avenue. » Et encore, il rajoute « Il faut commémorer la France et non les anglo-saxons. Je n'ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. Je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l'intérieur et de l'extérieur s'y sont unis autour de leurs drapeaux, de leurs hymnes, de leur patrie. Mais m'associer à la commémoration d'un jour où on demandait aux Français de s'abandonner à d'autres qu'à eux-mêmes, non. » Et du coup, il ira fêter également le débarquement en Provence. Donc, je vais vous emmener non pas sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, mais bien sur celles de Provence en août 1944. En 1943, quelque temps avant, la Deuxième Guerre mondiale est en effet un tournant. Après leur victoire à Stalingrad, en Tunisie et dans le Pacifique, les Alliés reprennent à ce moment-là l'initiative stratégique et paraissent décidés à porter le fer au cœur de l'Allemagne et du Japon pour une victoire totale. Néanmoins, de nombreuses difficultés subsistent. En premier lieu, les divergences politiques et militaires des alliés anglo-saxons face aux exigences de Staline qui les presse depuis 1942 d'ouvrir un second front plus étoffé en Europe pour soulager l'armée rouge, évidemment. C'est aussi l'avis des Américains qui souhaitent débarquer dans le nord-ouest de la France pour atteindre au plus vite le cœur industriel de l'Allemagne et terminer la guerre en Europe pour se retourner ensuite contre le Japon. Le 14 janvier 1943, Churchill et Roosevelt entérinent donc la décision d'ouvrir un second front en Europe sous la forme de débarquements en Sicile en juillet 1943 et puis en Italie. Au mois de mai, Américains et Britanniques évoquent pour la première fois la possibilité d'un débarquement dans le sud de la France, baptisé du nom de code Anneville, enclume en anglais, en soutien d'Overlord. Overlord constituera l'opération principale en Europe en 1944, mais sera appuyé par une attaque dans le sud de la France, comprenant des forces françaises importantes, pour s'emparer de Toulon et de Marseille. Mais outre l'opposition britannique, le plan Anneville souffre de plusieurs handicaps liés aux effectifs dévolus à l'opération et à sa logistique compte tenu de la priorité d'Overlord. Aussi sera-t-il modifié à plusieurs reprises pour finalement aboutir au débarquement de Provence le 15 août 1944. Rebaptisé Dragoon, il a pour but de fixer des troupes ennemies avec l'aide de la résistance, de disposer de ports en eau profonde, puis de protéger le flanc droit de l'armée américaine venant de Normandie. Reste donc à déterminer le lieu du débarquement. Le Languedoc offre, vous connaissez peut-être, de belles plages, mais ses infrastructures routières, ses capacités portuaires restreintes à l'époque, limitent considérablement le développement d'une offensive de grande envergure vers le centre de la France. Sans hésiter, le choix des planificateurs va se porter sur la Provence, au relief certes plus escarpé, mais qui présente de nombreuses voies d'accès vers la vallée du Rhône à travers les Alpes et surtout la proximité de Toulon et de Marseille. Et les Français vont jouer un rôle crucial dans l'opération Dragoon en fournissant le plus gros des forces. Pourtant, en 1943, le spectacle qu'offre leur pays est loin de lui permettre de s'asseoir à la table des trois grands et de peser sur les décisions mondiales. Roosevelt, qui tient la France en assez piètre estime depuis la débâcle de 1940, soupçonne même De Gaulle de vouloir établir ensuite une dictature. Pour lui,
le seul pouvoir légitime, c'est celui du maréchal Pétain. Et oui, on l'oublie. Après le débarquement en Afrique du Nord et la victoire de Tunisie, il va d'ailleurs jouer Giraud contre De Gaulle. Dès la victoire des Alliés acquise, la France, puissance déchue, serait ainsi soumise, comme l'Italie et l'Allemagne dénazifiées, à l'AMGOT, une sorte, si vous voulez, de protectorat américain. L'armée française, stationnée en Algérie et au Maroc, compte à ce moment-là près de 400 000 hommes. C'est pas rien. Les forces appelées à débarquer en Provence forment ce qu'on appelle l'armée B, placée sous le commandement du général Delattre de Tassigny par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française. C'est cette armée, alliant la solidité des vieilles troupes d'Afrique et l'enthousiasme de la jeunesse des maquis, qui va mener la difficile campagne d'Alsace et qui ensuite entrera en Allemagne pour permettre à son chef, le général de Tassigny, de signer ensuite la capitulation allemande le 8 mai 1945. Dans l'esprit des dirigeants alliés et de leurs chefs militaires, l'offensive principale contre la forteresse Europe repose quand même sur le débarquement de Normandie. Au départ, Overlord l'emporte largement par son impact psychologique et l'importance des moyens engagés sur Dragoon. Ce débarquement en Provence apparaît comme une opération, on va dire, complémentaire à la base. Les plans alliés donnaient à Delattre 1 mois pour s'emparer de Toulon et de Marseille. Ces 2 villes seront libérées simultanément en moins de 2 semaines. Mieux encore, le 3 septembre 1944, les Français seront à Lyon et leur avance foudroyante va obliger l'ennemi à évacuer précipitamment ses forces stationnées à l'ouest du Rhône et au sud de la Loire. La question capitale qui se pose dès le beaching, l'arrivée sur les plages de la baie de Seine, c'est de savoir si les Alliés sont capables d'acheminer sur le théâtre d'opération hommes et matériel de renfort par la mer plus vite que les Allemands par voie terrestre. Sinon, c'est fort probable que même après avoir réussi à prendre pied sur la côte normande, là je parle du débarquement de Normandie, les Alliés seraient rejetés à la mer. Donc c'est essentiel d'immobiliser ailleurs autant de forces allemandes que possible. Une solution serait donc un débarquement dans le sud, baptisé du nom de code donc Hainneville, enclume, bien que l'enclume en Provence soit quand même assez loin du marteau en Normandie, vous me direz. Cette attaque doit être déclenchée en même temps qu'Overlord. En août 1944, la Méditerranée reste à ce moment-là un théâtre à dominante britannique. Et De Gaulle n'est pas informé des résultats des conférences de Téhéran et du Caire où sont définis les principes d'un second débarquement dans le sud de la France. Il faut quand même imaginer ça. Lors de sa rencontre à Marrakech en décembre 1943 avec Churchill, Churchill ne va lui donner pas la moindre confidence. Et les griefs sont réciproques. Churchill, comme Roosevelt, est aussi furieux du comportement de Gaulle et de son indépendance glorieuse, orgueilleuse, etc., et surtout continuelle. Quand Hainneville est évoqué pour la première fois, la question fondamentale qui se pose, encore une fois sans demander à la France, c'est d'évaluer l'utilité d'Hainneville dans la planification opérationnelle de 1944. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.